Aujourd'hui, on ouvre le placard à archives. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est à Nantes, dans le quartier d'Albi, devant les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. Elles sont installées à Nantes depuis 1967. Et si on fait les calculs, ça fait pile poil 50 ans. C'est justement l'anniversaire et à cette occasion, il y a des conférences, des animations, une exposition qu'on va vous présenter. Mais on en profite aussi pour faire un petit tour des lieux. C'est parti. Je suis avec Agnès Chabla-Bello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du Centre des archives diplomatiques de Nantes. Alors, première question, pourquoi ces archives diplomatiques se trouvent à Nantes précisément et pas à Paris, plus près du Quai d'Orsay ? Alors, une bonne partie des archives diplomatiques se trouve près du Quai d'Orsay, se trouve à la Courneuve. Néanmoins, le temps passant, les archives augmentant, le Quai d'Orsay ne suffisait plus pour contenir toutes ces archives. Et c'est pour ça qu'on a décidé de délocaliser une partie de la conservation des archives et qu'elles sont arrivées à Nantes. Nantes où se trouve également une partie de l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères depuis le milieu des années 60. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les archives nantaises ? Est-ce qu'on trouve la même chose ici, justement, qu'à Paris ? C'est quoi les documents qui sont conservés ici à Nantes ? Non, alors il y a une répartition qui a été opérée entre ce qui est resté en région parisienne et ce qui se trouve ici. Ici, nous conservons les archives des postes. Alors, ce que l'on appelle les postes, ce sont les ambassades, les consulats, les services culturels, donc tout ce qui forme le réseau diplomatique français à l'étranger. Donc ça, c'est la majeure partie de ce que nous conservons ici, qui est également complété par les archives des protectorats français au Maroc et en Tunisie, ainsi que les archives du mandat français au Levant pendant l'entre-deux-guerres, ce qui nous donne une ouverture autre. Ce sont des archives qui nous renvoient au passé colonial de la France, sauf que ces territoires n'étaient pas des colonies, ils étaient, donc les protectorats étaient rattachés pour leur administration aux affaires étrangères, ce qui explique que leurs archives ont été pour partie rapatriées ici. Alors moi, je pensais trouver par exemple des traités ici. C'est pas ici qu'on va les trouver, les Non, traités. Voilà. les traités, on les trouvera à la Courneuve, où ils sont conservés par nos collègues du Centre des archives diplomatiques de la Courneuve. Alors ici à Nantes, ça représente quand même une certaine quantité, 31 km, c'est ça ? Exactement. de documents, c'est assez impressionnant. Et ils arrivent tous ici, c'est pour ça qu'on est là. Oui. Les documents arrivent là. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand vous recevez ici des cartons comme ceux-là ? Exactement, donc effectivement les archives arrivent ici, nous avons notre quai de déchargement et les archives arrivent dans des quantités variables qui peuvent aller de quelques cartons que l'on va trouver à l'intérieur de sacs comme celui-ci. C'est la fameuse valise diplomatique dont on entend parler, qui n'est pas une valise, donc c'est la révélation du jour. Très rarement, voilà. Mais parfois on a des quantités bien plus importantes et donc là c'est là où on va avoir des archives qui nous arrivent par palette entière. Donc qui sont déchargés ici, déballés, et c'est là que commence notre travail. Donc d'abord un travail de vérification de l'état matériel des archives, vérifier qu'elles sont en bon état, et puis vérification également du contenu, s'assurer que le contenu de ce qui nous arrive correspond bien à ce qui nous a été annoncé, que c'est correctement classé, et qu'ensuite ça va pouvoir être mis dans nos magasins à la suite. On a suivi le chemin d'une archive, puisqu'à présent on se trouve dans les magasins du Centre des archives diplomatiques, où on a un peu plus conscience des 31 km de rayonnage que vous abritez. Est-ce que parmi ces documents, il y a des documents particulièrement rares, voire secrets, qu'on ne pourra jamais, nous, voir ?
Non, alors des archives que l'on ne pourra jamais voir, ici, il n'y en a pas. Le code du patrimoine prévoit d'abord que les archives publiques sont communicables dès leur création à toute personne, mais qui en fera la demande, mais ensuite, il y a des délais qui peuvent s'appliquer pour protéger ce que l'on appelle certains secrets, mais c'est des secrets qui sont prévus par la loi, qui sont encadrés, et donc on a des délais qui s'appliquent. Donc le secret des relations diplomatiques est protégé par un délai de 25 ans qui peut parfois s'étendre à 50 ans à compter de la date de rédaction des dossiers. La vie privée des personnes également est protégée pendant un délai de 50 ans. Mais un jour ou l'autre, toutes les archives qui se trouvent ici seront consultables par les chercheurs qui viennent en salle de lecture. Oui. Alors là, on voit évidemment beaucoup de papier dans ces rayons. On se dit aujourd'hui, on communique moins par papier. On a plutôt tendance à s'envoyer des mails, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez vocation à ne plus recevoir de papier ? Pas tout de suite. Il va falloir encore... Non. Alors d'abord parce que du papier, on va continuer à en recevoir pendant un certain temps. Il y a encore beaucoup de choses qui se trouvent encore dans les postes qui ne sont pas encore rapatriées, donc qui vont encore être rapatriées pendant les années, voire encore au moins pendant deux décennies. Et puis ensuite, notre travail va changer de forme, mais il sera le même sur les archives électroniques, de la même manière qu'il faudra collecter, qu'il faudra traiter, et ensuite prévoir les moyens de les communiquer aux chercheurs, comme on le fait aujourd'hui pour les archives papier. Oui, on n'aura plus des rayons de carton comme ça, ce sera voilà, des gros serveurs. On aura des gros serveurs, exactement. Voilà, mais ce sera toujours des archives. Exactement. Et ben, merci beaucoup pour cette visite. Je suis à présent avec Éric Le Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle public du Centre des archives diplomatiques de Nantes. On continue avec vous finalement à suivre le trajet des archives qui peuvent être dans les magasins et arriver soit en salle de lecture, soit ici, dans le cadre de cette exposition pour les 50 ans du Centre des archives diplomatiques, justement, des sources pour l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'on va trouver ici dans cette exposition ? C'est le meilleur des archives, les plus belles pépites ? C'est une petite partie infinitésimale du meilleur. Une sélection sur 50 ans de collecte d'archives depuis l'ouverture du centre en 1967, de documents qui peuvent se rapporter aussi bien au XVIe siècle qu'à des événements très contemporains et que l'équipe du centre a sélectionné au gré de ses recherches pour cette exposition rétrospective et commémorative. Alors on va commencer justement à montrer quelques pièces en particulier. Une que vous aimez beaucoup, il paraît. Tout à fait. Parce que c'est vous qui l'avez trouvée. Eh oui, le télégramme de notre ambassadeur à La Paz en octobre 1967 qui annonce officiellement la mort de Che Guevara. Alors, on a aussi une répartition un peu géographique, là, Amérique du Sud. Et puis là, par ici, il y a aussi des choses qui concernent l'Asie. Nous arrivons en Asie. Ouais. Ici, un document très rare, puisqu'il s'agit d'une lettre du Dalai Lama, en 1908, adressée à l'ambassadeur de France à Pékin. Lettre en sanskrit, difficile à traduire, puisqu'il a fallu d'abord la faire traduire par un chinois du sanskrit au chinois, puis du chinois au français. Et de manière très prosaïque, le Dalai Lama demande à l'ambassadeur de France de lui construire une ligne de télégraphe entre le Tibet et l'Indochine. Et le Tibet n'étant pas reconnu à l'époque comme un pays indépendant, qui fait écho à l'actualité. Tout à fait, il y a une certaine continuité. La demande a été refusée pour ne pas porter atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté chinoise. Donc là, on voit à la fois aussi le texte qui est traduit, on ne voit pas la réponse en revanche. On n'a pas la réponse, mais elle est aussi dans un dossier consistant. Encore une fois, on présente un exemple, et là, en l'occurrence, le document le plus beau et le plus rare. Alors c'est souvent des correspondances que vous avez à présenter. Alors, essentiellement, la matière principale, c'est effectivement la correspondance entre les ambassadeurs et le ministre des Affaires étrangères ou les autorités du pays, mais ça va très souvent être agrémenté de pièces annexes, des photographies, des cartes, des affiches, tout un tas de documents de provenance locale, donc on trouvera difficilement ailleurs en France, et qui viennent apporter aussi un peu de couleur et de chair à ces correspondances politiques et administratives. Mais il y en a justement dans les autres vitrines, si on poursuit la visite. Là, on voit quelques photos, et puis notamment une carte qui est aussi assez remarquable. Tout à fait. Alors, vous êtes ici au Kurdistan, en 1895. Et ça nous ramène à une actualité très immédiate, puisque cette carte représente
le Kurdistan et la répartition politique de ces tribus entre Mossoul et les limites de la Turquie, donc le territoire qui a été l'objet récemment des opérations militaires pour évincer l'État islamique. Mais dès le 19e siècle, la France est présente à travers ses consuls, notamment à Mossoul, qui ont un rôle important de présence française, d'observation de la situation politique et aussi, spécificité de la politique française à l'époque, de défense et de protection des communautés chrétiennes d'Orient. Là aussi, une question qui est toujours d'actualité. Et donc là, c'est une carte assez rare puisqu'elle renseigne un peu les ethnies qui se trouvent là. Voilà. Alors, ce sont des informations de première main qui sont collectées par des ecclésiastiques et qui sont remises au vice-consul, donc qui localisent zone par zone les tribus, leur périmètre d'influence, leur répartition, leur puissance, les effectifs de la population. Donc on a un vrai travail de géographie politique et je dirais même de renseignement, puisqu'il ne faut pas oublier... Qui est fait par les consuls. Qui est fait par les consuls, ouais. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un territoire étranger, d'un pays avec qui on n'est pas en guerre, mais avec qui à l'époque les relations sont un peu complexes, l'Empire ottoman. Et donc tout ce travail permet d'informer au mieux le gouvernement français de la situation dans le pays pour ensuite mener sa politique étrangère. Donc ça, c'est précieux. Très précieux et très rare. Encore. Absolument. Ouais. On va voir un dernier document dans le fond là-bas. Je crois qu'il y a un carnet. Nous arrivons ici au Soudan, au bord du Nil, en 1854. Donc ce carnet est issu du journal de voyage de 2 commerçants français qui ont remonté le Nil à une époque où il était très peu exploré pour tenter de commercer avec les populations locales. Et outre le récit de leur voyage au jour le jour, les étapes qu'ils vont faire le long du fleuve, les tribus qu'ils vont rencontrer, vous avez aussi des informations qui sont plus techniques, commerciales, mais qui ont un certain charme, et notamment sur cette page, l'inventaire des verroteries, des munitions, du matériel que l'expédition emporte avec elle en bateau. Tout ce qui peut leur permettre à la fois de commercer, mais aussi de se défendre face à des populations qui peuvent être ouvertes ou hostiles. Voilà. Alors comment ça se fait que vous les ayez, vous, ces documents-là? Parce que là, ça n'a pas de lien direct avec la diplomatie? Alors, ce n'est pas une activité liée à une initiative du gouvernement, mais ces 2 Français, leur opération tourne court au bout d'1 an. L'un va décéder assez vite et en fait, les archives sont laissées sur place. Et comme le consul de France est chargé de la protection des intérêts des Français, il va se retrouver en possession de ces documents d'origine privée qui nous sont parvenus par ce biais. Eh ben, merci beaucoup, Éric Le Chevalier. On a voyagé dans le temps et dans l'espace grâce à vous avec cette exposition. Merci. Merci à vous. Si vous voulez à votre tour découvrir cette exposition sur les sources de l'histoire du monde, 50 ans d'archives diplomatiques à Nantes, sachez que l'exposition est visible jusqu'aux vacances de Noël. C'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Il vous faudra montrer patte blanche pour pénétrer sur le site. Pensez à prendre votre carte d'identité. Et ce vendredi 1er décembre, une conférence à Cosmopolis, ce sera à 19h. Vous pourrez rencontrer les auteurs de cet ouvrage précisément. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Ah, je peux encore. C'est vrai. J'ai pas fini. Non, c'est bon, ça va aller. Alors, je tiens les épaules. Allez, c'est parti.